Bonjour à toutes et à tous, c'est Rebel Art. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de WrestleMania 41. Beaucoup de matchs annoncés parce que c'est de nuit comme toujours et puis c'est WrestleMania donc évidemment. Donc la vidéo va être longue. Et je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit succincte, mais il y a des matchs où je vais avoir beaucoup de choses à dire. On va aller dans l'ordre de la hype en commençant par AJ Styles contre Prout. Alors qu'est-ce que Prout a fait pour mériter ce match? Bonne question. Enfin voilà, c'est comme tous les ans hein. Prout se retrouve avec un match qu'il ne mérite absolument pas pour son niveau en tant que personne. AJ Styles mérite d'avoir une histoire, il aurait mérité d'être dans le match pour le titre intercontinental, mais Prout voulait un match contre un mec bien meilleur que lui, donc évidemment qu'il y a ce match. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que je pense qu'avec le booking d'AJ Styles en ce moment, il y a moyen qu'il perde. Et ça m'épuise. Je vais quand même voter pour une victoire de AJ Styles, parce qu'il est hors de question que je mette mes pièces sur Prout. Il pourrait se battre contre Akira Tozawa, que je dirais qu'Akira Tozawa gagne, parce que jamais de la vie je vote pour lui, même s'il est pas booké de cette manière, j'en ai rien à foutre. Deuxième match dans l'ordre de hype, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Évidemment que j'avais prévu que Charlotte Flair allait gagner le Rumble, évidemment que j'ai prévu que ça allait être un build-up misérable jusqu'à WrestleMania parce que Charlotte Flair ne sait pas travailler. En résumé, Charlotte Flair a été absolument odieuse avec Tiffany Stratton qui, je le rappelle, a commencé le catch il y a juste quelques années. C'est un bébé dans sa carrière de catch. Et qu'est-ce que tu fais? Tu la mets contre la personne avec qui c'est le plus dur de bosser. Tiffany Stratton s'est fait bouffer sur des promos. Le seul moment où elle s'est pas fait bouffer, c'est quand elle a commencé à sortir du script elle aussi parce qu'elle en avait ras le cul. Et c'est normal, parce que à quel moment tu laisses cette personne-là te bouffer alors que t'es la nouvelle championne de la WWE, l'une des catcheuses les plus populaires de ces dernières années, tu la mets contre la personne qui évidemment va lui mener la vie dure hors du script. Ça n'a aucun sens, le build-up a été vraiment nul parce que au final elle se déteste vraiment. Et il se passe qu'il y en a qui se détestent vraiment et qui font de l'or. Seth Rollins contre CM Punk, c'était excellent. Sauf que Charlotte Flair, ce qu'elle aime pas, c'est que c'est pas elle qui a le spotlight en ce moment. Donc elle s'est vengée, tout simplement. Je n'aime pas Charlotte Flair. Je pense qu'il n'y a rien sur cette terre qui parviendra à me faire aimer Charlotte Flair parce que à chaque fois, le pattern, c'est le même. Une absence, elle revient et dans un match de titre, gagne le titre, perd le titre, se blesse, répétez le truc. Et là, ça va pas changer. Charlotte Flair va gagner le titre. Je prie très fort pour avoir tort. Vraiment, je prie très fort pour avoir tort. Parce que cette pauvre Tiffany Stratton s'est mangé le pire booking. Tout ça parce que Charlotte Hogan est incapable de mettre les autres en avant. Le seul moment où c'est arrivé, c'est quand c'était Rhea Ripley et qu'il savait vraiment pas le choix parce que Rhea Ripley était plus populaire qu'elle et juste un meilleur personnage qu'elle en tout point. C'est très simple. Quand on parle de Charlotte Flair dans le catch, on parle même plus d'un personnage, c'est juste elle, et elle est odieuse. Je vais peut-être avoir l'air méchant, et vraiment, je déteste avoir cet air-là, je déteste parler des catcheurs comme ça, mais Charlotte Flair est purement antipathique. Et ça, tout le monde est d'accord, tout le monde déteste cette rivalité, à juste titre. Elle a été super mal construite, avec des personnes qui n'ont pas été professionnelles du tout. Donc voilà, je dis victoire de Charlotte Flair parce que c'est le safe bet. Ce sera déjà très bien si Tiffany Stratton a plus de 10% d'offense dans le match. Mais j'y crois absolument pas. J'ai arrêté de croire en une Charlotte Flair qui fait tout pour faire avancer la division féminine du futur. J'ai arrêté d'y croire. Donc non, je peux pas voter autrement. Et ça me fait chier, hein, parce que je suis pas fan de Tiffany Stratton. Mais au moins c'est une nouvelle tête. C'est une nouvelle tête qui est populaire, qui catch pas si mal que ça. Mettez-la en avant, bordel de merde. Rey Mysterio contre El Grande Americano. El Grande Americano, c'est on sait pas qui c'est, hein, parce que ça aucune chance que ça pourrait être Chad Gable. Ah vraiment, ça peut pas être Chad Gable. Aucune chance que ce soit Chad Gable dans un masque. La blague, c'est que c'est Chad Gable. Alors, je sais pas où ils veulent aller avec cette storyline. À la base, je pensais que c'était un moyen pour introduire Rey Fénix, mais Rey Fénix est à SmackDown, du coup, ça n'a aucun sens. Après, aucun doute que le match sera bien, dans le sens où Rey Mysterio bosse très bien, El Grande Americano bosse très bien, donc le match sera au moins bien. Et pour le coup, je pense que Rey Mysterio va gagner. Parce qu'en soi, El Grande Americano, il a gagné pas mal de matchs ces derniers temps, donc je pense qu'il est temps pour une rétribution. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est vraiment une rivalité low card. Elle est rigolote, tu vois, mais elle ira pas très loin. Bayley et Lyra Valkyria contre le Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour les titres par équipe féminin. Alors, à l'heure où j'enregistre, j'ai pas encore vu SmackDown. J'ai pas encore vu le SmackDown du 12, donc je suis un peu en retard. Mais évidemment que je savais que l'équipe qui allait gagner le
gauntlet match ça allait être Bayley et Lyra Valkyria parce que les autres équipes sont pas à la hauteur, c'est tout, c'est comme ça. J'ai vraiment pas grand chose à dire parce que bah les titres féminins il y a jamais grand chose grand chose à dire dessus. C'est un titre fonction, c'est quand tu veux faire des trucs, mais là je vois pas ce qu'ils veulent faire avec Bayley et Lyra. Je vois pas ce qu'ils veulent faire de l'équipe de Bayley et Lyra Valkyria. Du coup bah je vais dire victoire du Judgment Day parce que je sais pas, l'une va trahir l'autre, Bayley va turn heel histoire de se rebattre pour le titre intercontinental, j'en sais rien. Pour le coup, j'aurais vraiment préféré que Valkyria défende son titre, ça aurait été son premier match singulier à WrestleMania, pour un titre en plus, la première fois de l'histoire du titre, ça aurait été important, ça aurait été un bon milestone, mais ils l'ont pas fait, c'est comme ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire et vraiment c'est dommage parce que bah on aimerait que le titre féminin veuille dire plus de trucs, mais y a trop peu d'équipes féminines, de vraies équipes féminines, hein, qu'on s'entende. Donc voilà. Après je doute pas que le match sera très bien parce que les 4 femmes sont très bien. Donc voilà. Jade Cargill contre Naomi. Alors cette rivalité a lieu parce que oh là 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 là, Naomi avait attaqué Jade Cargill dans le dos parce que ouais, elle l'a fait parce que j'ai pas encore trouvé la raison qui l'a poussé à attaquer Jade Cargill si ce n'est jalousie, mais ça partirait pas très loin. Jade Cargill est revenue, Naomi a fait sa confession auprès de sa partenaire par équipe Bianca Belair, qui s'est retrouvée tellement décontenancée qu'elle a laissé les deux fers se casser la gueule et elle est partie se battre pour le titre de Raw. C'est en ça que la rivalité se retrouve aussi bas dans la carte de ma hype, parce que en fait ça aurait pu être tellement plus, mais Bianca Belair elle est sur autre chose et au final bah t'as l'impression il manque quelqu'un. C'était vraiment un truc en trio et là c'est juste un duo et évidemment que Jade Cargill va gagner. C'est dommage hein, c'est dommage parce que Naomi est vachement bonne. On a vu qu'à TNA ça pouvait être une excellente championne, mais là retour au la Warcard hein. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils ont gâché Naomi, je pense qu'il y avait moyen de faire un meilleur truc que ça, mais il faut mettre en avant Jade Cargill parce que c'est le nouveau jouet. C'est dommage parce que dans les deux cas je pense qu'il y a moyen de mieux utiliser les deux femmes. Je pense pas que ce match là soit la meilleure façon de les utiliser. Et à partir de là on attaque vraiment les matchs qui me hype, pas qu'un peu hein, ils me hype, voilà, parce que je sais qu'ils vont être bien, etc. à des degrés différents, en commençant par Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Alors ce match me hype, je sais qu'il va être très bien. Je suis très content que Io Sky ait regagné le titre sur le chemin de WrestleMania, ça prouve que voilà, elle a sa place dans le main event, mais il y a des paramètres qui me rendent un peu chafouin. Déjà le fait que Bianca Belair a quand même été un facteur dans la victoire d'Io Sky. J'aurais préféré qu'Io gagne clean. Le fait est qu'elle a pas gagné 6 giga clean, alors elle a pas non plus triché, hein, qu'on se le dise, hein, elle a profité d'une diversion. Mais voilà, si on prend en compte le fait qu'après dans la rivalité, elle a vraiment été entrevue comme l'afterthought, hein, définitivement, par sa challengeuse et par Rhea Ripley, ce qui n'a aucun sens parce que je veux dire si t'es Bianca Belair, t'es la challengeuse officielle, tu devrais en avoir rien à foutre de Rhea Ripley, mais au final t'en as plus quelque chose à foutre de Rhea Ripley que de la personne que t'es censé battre à la base. Ça m'a vraiment dérangé cet aspect là, vraiment le fait que la championne c'était le personnage secondaire. Non, si vous vouliez faire ça, vous faisiez pas gagner Io Sky et c'est tout. Si vous vouliez une rivalité Rhea Ripley contre Bianca Belair, voilà. Rhea Ripley et Bianca Belair se sont vraiment montrés déraisonnables pour le coup les deux. Bianca Belair qui dit ah ça va, j'avais le droit d'être sur le ring pour cheer mon ami, etc. C'est ton ami, genre les mois, les années passées à te battre contre Damage Control, c'est ton ami. Enfin voilà, il y a un truc qui colle pas, Et du coup la frustration de Rhea Ripley, on peut la comprendre, elle est justifiée, et je pense qu'au final c'était vraiment mal dirigé, et il y avait moyen de faire un bon triple threat, hein, j'en doute pas, mais là pour l'instant c'est vrai que, mis à part le fait que évidemment ce match va être incroyable, niveau booking, je pense que ça aurait pu être mieux fait. Le match sera excellent, hein, au demeurant, hein, ça reste indéniable. Et du coup, qui va gagner? Alors si on part sur la question du mérite, Bianca Belair a été beaucoup championne ces derniers temps, hein, que ce soit championne de SmackDown, de Raw par équipe. Je pense qu'elle mérite un petit temps d'attente avec une rivalité solo sans titre, avec, je sais pas, Naomi et Jade Cargill. Parce que du coup, c'est aussi ça le problème, c'est que cette rivalité, ça a vraiment bloqué la vraie rivalité de Bianca Belair, c'est-à-dire avec Jade Cargill et Naomi. Je doute qu'ils vont transférer les titres aussitôt dans leur histoire d'une brand à l'autre, donc je vois pas Bianca Belair gagner. Maintenant ça va se jouer entre Rhea Ripley et Io Sky. Et le truc que je me dis c'est pourquoi avoir fait gagner Io Sky si c'est pour lui faire reperdre derrière. Ça a déjà été vu.
hein, ça a déjà été vu. Mais est-ce que c'est pertinent en 2025? Je pense pas, et c'est pour ça que je vais dire Io Sky pas gagné. Je pense que Bianca Belair et Rhea Ripley vont se concentrer l'une sur l'autre, et comme pendant le reste de la rivalité, complètement oublier Io Sky, qui va en profiter, qui va être juste plus astucieuse, les laisser se battre si elles veulent se battre, elle va être sur le côté, tranquillou. Quand il y a des ouvertures, elle attaquera, et enfin, quand il y aura une grosse ouverture, elle fera son over de moonsault, et elle gagnera. Je pense que ça pourrait se finir comme à NXT TakeOver, merde, c'était lequel? In Your House, celui où elle a gagné le titre. Je pense que il y a moyen que ça se passe comme dans ce match-là. Mais là, dans l'immédiat, j'ai pas trop de... Je suis vraiment confus sur ce qui pourrait se passer, parce qu'on est quand même sur 3 cadors de la division féminine, donc n'importe laquelle de ces femmes pourrait être championne, que ça choquerait pas. Donc pour l'instant, je vais dire victoire d'Io Sky. Je vais pas le cacher, hein, c'est un peu un choix du cœur, parce que j'adore Io Sky, c'est probablement ma catcheuse préférée, et je pense qu'elle mérite d'avoir un règne long avec le titre féminin, un règne face en plus, parce qu'elle est extrêmement populaire, et c'est normal parce qu'elle est excellente. À voir ce que ça donnera. Alors dites-vous qu'on est le lendemain de ce qu'il y avait avant, parce que j'avoue que quand j'ai regardé l'enregistrement et que ça avait duré 17 minutes et que j'avais pas attaqué la moitié des matchs, j'avoue que j'ai un peu eu la flemme. Mais on va continuer avec les War Raiders, Eric et Ivar contre le New Day. Alors au Raw précédent, enfin pas le précédent, pas celui qui précède là, celui d'encore avant, le New Day avait un match contre les War Raiders pour les titres par équipe qui s'est soldé par une disqualification parce que Ivar a frappé je crois Xavier Woods avec une chaise, mais il avait pas fait exprès. Alors évidemment il se continue un peu la guéguerre, hein, c'est normal. Les New Day sont absolument odieux depuis qu'ils sont turn heel. Faut dire ils se sont tournés contre Biggie. Genre comment tu veux ne pas détester quelqu'un comme ça? Mais c'est un rôle qui joue à la perfection, hein, vraiment ils le jouent bien. Leur nouveau thème est pas top, hein, mais bon on fait avec. Les War Raiders, je les aime beaucoup, je les adore vraiment. Mais ils sont pas assez là, hein. Depuis qu'ils ont gagné les titres, ils ont pas fait grand chose et c'est vraiment dommage. Donc là c'est un peu leur premier gros stakes, tu vois. Et est-ce qu'ils vont perdre les titres? Je pense pas. Il leur faut vraiment une grosse victoire, hein. Ils ont battu le Judgment Day, mais du coup depuis ils ont pas eu de gros adversaires. Le New Day c'est vraiment la grosse équipe de la WWE, vraiment, hein. Et donc de les battre ça voudra dire quelque chose, ça mettra vraiment les War Raiders sur un piédestal qui mérite d'atteindre depuis un sacré moment déjà. LA Knight contre Jacob Fatu. C'est ouf de se dire que Jacob Fatu il y a un an il était pas là, et aujourd'hui il se bat pour le titre US, et ça paraît juste, et ça paraît limite en dessous de lui. Parce qu'il est incroyable, il est juste incroyable ce mec. Il se déplace d'une manière qu'un mec de sa taille et de son poids devrait pas pouvoir se déplacer. LA Knight de son côté, donc il a regagné le titre US des mains de Shinsuke Nakamura après après le règne pas ouf de Nakamura, et c'est vraiment dommage. Mais d'un côté c'est mieux que ce soit lui, au moins vraiment la victoire de Jacob Fatu sera contre quelqu'un qui pèse, pas que Nakamura ne pèse pas, mais juste il pèse plus à la WWE clairement. Et c'est dommage, hein, on aimerait que Nakamura pèse, mais il a pas envie, hein, on va pas le forcer. Donc Jacob Fatu a gagné contre Braun Strowman pour avoir droit à un match pour le titre US, et au cours des dernières semaines, hein, il casse allègrement la gueule à LA Knight, avec un peu l'aide de la Bloodline, mais on sent qu'il est un peu gonflé, il est surtout en mode les bros, laissez-moi faire, je sais ce que je fais, j'ai pas besoin de votre aide en fait, parce qu'on sent qu'il en a un peu marre de Solo Sikoa, et on sent que Solo il sent ça aussi. Il essaie absolument de rallier Jacob Fatu à sa cause, hein, il en fait des tonnes, hein, pour l'aider, même s'il ne veut pas de son aide. Donc je pense que ça va mener à un face turn de la part de Jacob Fatu, et est-ce que ce face turn va commencer avec une victoire à WrestleMania contre LA Knight pour le titre US? Et bah je le pense. Encore une fois c'est dommage que LA Knight ait regagné le titre pour le reperdre derrière, mais Jacob Fatu, j'ai pas envie de dire qu'il en a besoin, clairement il pourrait ne pas gagner de titre, qu'il resterait au top parce que ce mec est absolument génial, mais ce serait une belle récompense, voilà. Il a bien bossé tous ces mois, il fait vraiment des promos de gros tarés mais qui marchent super bien, et j'aurais vraiment envie de voir ce que ça donne en tant que champion, d'autant qu'on sait qu'il a été champion, hein, dans les indés à MLW, il a été champion pendant très longtemps, donc visiblement ça marche et les gens veulent voir ça. Donc si on peut tester les os avec un titre US et après le faire se diriger vers le titre mondial, moi je dis oui. Drew McIntyre contre Damien Priest dans un Sin City Street Fight match. C'est un street fight. Drew McIntyre en a marre, il en a ras le bol de Damien Priest parce que l'année dernière, il a cash in sur lui à WrestleMania, au Royal Rumble, il l'a éliminé du Rumble, et à Elimination Chamber, il l'a éliminé de l'Elimination Chamber. Ces deux-là se détestent et Damien Priest mène la vie dure à Drew McIntyre, dont Drew McIntyre lui casse allègrement la gueule chaque semaine que Dieu fait. Tout ça se termine donc dans un Sin City Street Fight match à WrestleMania. Y a pas grand chose d'autre à dire, hein, vraiment l'histoire c'est ça, c'est Damien Priest a dérangé Drew McIntyre veut lui casser la gueule, et il suffit de pas grand chose
chose. Donc toutes les rivalités qui sont en dessous, toutes les rivalités dont je me suis plaint, vraiment, suivez ça. Les gars, il faut pas chercher midi à 14h, vous pouvez faire des trucs super simples et ça marchera. Mais du coup, qui va gagner ce match? Damien Priest, il est dans une forme olympique, hein, et clairement. C'est-à-dire que ce mec-là, il perd, mais il y a aucun souci. Il a toujours de l'aura, il a toujours son aura de champion. Il y en a beaucoup qui doutaient quand il a gagné le World Heavyweight, mais faites que ça marche. Faites que ça marche et ça l'a placé sur un piédestal. Mais est-ce que c'est celui qui a plus besoin d'une victoire? Drew McIntyre s'est fait baiser à WrestleMania l'année dernière et je pense qu'il est temps pour lui d'avoir sa vengeance et donc je vais dire que Drew McIntyre va gagner ce match. Je crois vraiment que 2025 sera l'année de Drew McIntyre, la vraie année de Drew McIntyre, hein, pas celle de 2024. J'ai pas envie de dire qu'elle a été misérable, c'est absolument faux, mais où il a pas gagné beaucoup, ça c'est sûr. Là je pense qu'on va atteindre un nouveau niveau de Drew McIntyre et je pense d'ailleurs que la rivalité avec Damien Priest, elle va pas s'arrêter là, elle va durer jusqu'à au moins SummerSlam, je pense. Je pense pour le coup que cette rivalité doit être gagnée par Drew McIntyre et qui s'impose vraiment comme le heel. Et que cette fois il est plus en mode conspiration, il est en mode t'es sur mon chemin, je te casse la gueule, fin de l'histoire. Ça serait cool d'avoir ce McIntyre là, qui vraiment arrête avec ses petites blagounettes sur Twitter, arrête avec ces trucs là, qui soit vraiment intense, qu'on ait le retour du Scottish Psycho. Braun Breaker contre Penta, contre Finn Balor, contre Dominic Mysterio. Pour le titre intercontinental, le match est stacked. Sauf Dominique. Donc à la base c'était surtout une rivalité entre Penta et Braun Breaker. Sauf que Finn Balor il a un peu voulu sa part du gâteau. Et l'autre problème c'est que Dominic Mysterio il s'est un peu retrouvé dans tout ça en mode bah je veux aider Finn. Mais c'est vrai que je suis un peu sur son chemin la plupart du temps. Je sais pas c'est quoi la logique pour laquelle il est ajouté dans le match alors que vraiment il a juste dérangé Finn sans le faire exprès, vraisemblablement. Mais il est ajouté donc soit. Donc là je pense que ça va être les prémices d'une séparation du Judgment Day. En tout cas de Finn Balor du Judgment Day. Et en soi c'est pas plus mal parce que j'aime beaucoup le Judgment Day, mais clairement ils sont pas dans une super forme depuis qu'ils sont séparés de Damien Priest et Rhea Ripley. Les laisser aller dans leur coin et que Finn Balor aille autre part, je pense c'est le mieux. Donc voilà, je pense pas que ça va être ni Finn Balor ni Dominic Mysterio qui vont gagner le titre intercontinental, ça me surprendrait. Mais donc qu'en est-il de Braun Breaker et Penta? Donc Penta, évidemment luchador, j'ai pas envie de dire encore légendaire, mais en tout cas reconnu, très reconnu, qui est arrivé en début d'année et qui est excellent, hein, évidemment. Je veux dire, si vous avez regardé AEW, vous savez qu'il est excellent. Et Braun Breaker qui a la main mise sur ce titre intercontinental depuis plusieurs mois déjà et qui pourrait certes un peu plus le défendre, mais il est bon, il est excellent, hein. Le spear qu'il a mis à Carlito cette semaine, il était salé, hein. Et pour le coup je saurais pas vous dire qui va gagner. Je pense peut-être que c'est trop tôt pour Penta. Il vient d'arriver, il a pas eu de grosses rivalités, parce que tu vas pas me dire qu'avec American Made c'est une grosse rivalité. Je pense qu'il y a moyen pour qu'il ait une grosse rivalité après, éventuellement peut-être avec Finn Balor, le Judgment Day en général, et qu'après il passe vraiment au titre intercontinental et cette fois il le gagne. Mais là pour l'instant je me dis que c'est trop tôt. Après s'il le gagne je suis pas mécontent. Mais dans l'immédiat je vais voter pour une victoire de Braun Breaker. Et du coup ça va être son premier match de WrestleMania, hein. Il a été call-up l'année dernière. Et quel premier match, hein. Clairement on a affaire à un futur main eventer et c'est très cool à voir. Clairement là de toute façon tous les gens dans le match là sont absolument excellents. Il y en a juste deux qui sont dans un état pas ouf à cause de leur équipe. Mais voilà, Penta c'est un avenir certain et Braun Breaker pareil. On va attaquer les trois gros matchs vraiment de ce WrestleMania. Et on va commencer par Gunther contre Jey Uso. Il aurait pu être plus bas si ça avait pas été pour un titre mondial, parce que très honnêtement le build-up il a pris du temps, trop de temps, et finalement ce qui a gâché le match c'est pas vraiment Gunther, c'est pas vraiment Jey Uso, ça a surtout été les fans. Je vais partir dans une longue rante contre les fans de la WWE qui sera peut-être coupée au montage parce que vous avez peut-être la flemme d'entendre ça, mais moi voilà j'ai des choses à dire. Je trouve que c'est très culotté de se tourner contre Jey Uso comme ça après l'avoir cheer pendant des mois, avoir prié, avoir demandé à ce qu'il ait ce genre d'opportunité, et maintenant qu'il a cette opportunité, juste parce que c'était pas de la manière que vous vouliez, c'est pas bien, et donc c'est nul. Et donc on va être contre Jey Uso parce que voilà, je trouve pareil que le timing a pas été super bon. Il venait de perdre contre Gunther, il y avait moyen de faire un meilleur timing. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave considérant qu'à la base tout le monde voulait que Chad Gable batte Gunther pour le titre intercontinental alors qu'il avait déjà perdu? Il y a rien d'invraisemblable à ce que quelqu'un qui a déjà perdu contre Gunther finisse par le battre pour le titre. Sami Zayn l'a fait. Donc clairement je trouve qu'il y a vraiment les fans de la WWE sont épuisants au possible. Mais ça c'est l'extérieur, qu'en est-il de l'intérieur? Et à l'intérieur, comme j'ai dit, malheureusement jusqu'à ces dernières semaines c'était pas dingue. Jey Uso passait vraiment pour une vanne, sans mentir, depuis qu'il avait raté son saut par-dessus les cordes et qu'après il est tombé, cette fois exprès, en voulant faire un spear. C'est vrai qu'il passait vraiment pour un con. C'était voulu, c'était vraiment délibéré. Mais là depuis quelques semaines, surtout depuis que Jimmy Uso s'est fait absolument casser la
la gueule et détruire par Gunther. On sent qu'on a un nouveau side de Jey Uso, vraiment le side, tu me prends pour une blague, tu t'es attaqué à ma famille, là t'as pas affaire à une blague, t'as pas affaire au Hitman là, tu vois. T'as affaire au Jey Uso qui, en plus de vouloir gagner le premier titre mondial de sa vie, il veut défendre sa famille. Le moment qui m'a vraiment marqué dans sa promo, c'est il m'a fait Gunther, t'appelles ta mère de temps en temps. Quand vous parlez, voilà, elle parle des petits enfants, etc. Tu sais ce qu'elle me demande, ma mère, c'est est-ce que mon frère va bien, considérant qu'il est à l'hôpital là. Ça a touché dans les feelings, hein. Vraiment ça. Fou. Et pour le coup, tu sentais en face que pareil, Gunther il restait un peu sans réponse. Lui qui d'habitude quand on lui parle, il est un peu en smirky, genre ouais, j'en ai rien à foutre. Là, tu sens que les mots l'avaient touché un peu. Tu parles de la famille, c'est vrai que là c'est chaud. Il gardait quand même une certaine fierté parce que bah c'est Gunther, tu vois. Mais rien que dans les yeux, en fait, le visage, tu sentais qu'il y a un truc qui allait pas. C'est en ça que Gunther est vraiment un très bon acteur des fois. Et ça m'a vraiment fait dire ok, là on arrive vraiment à ce que la rivalité devait être depuis le début. Mais en même temps, vu qu'il faut attendre 3 mois, est-ce que tu mets vraiment tous tes œufs dans le même panier, genre dès le début, tu vois, ou est-ce que t'attends? Je pense que d'attendre ça a été mieux, mais pour le coup, c'est vrai que le reste de la rivalité a pas été très dingue. Mais du coup, qu'en est-il? Qui va gagner? Et bah du coup, genre, il y a 2 semaines, je vous aurais dit Gunther, 100%. Et là, bah, je suis un peu confus. Le problème étant que je défends Jey Uso, mais je le vois vraiment pas gagner un titre mondial. En fait, le problème, c'est que déjà, avec le build-up, ça a pas été pratique, mais en fait, il a le profil type, en fait. Le profil type du mec qui est vraiment très populaire, mais qui atteindra jamais les sommets. C'est dommage, hein, mais il est pas construit de cette manière. Je ne demande qu'à être surpris, mais pour l'instant, je vais dire Gunther. Je pense que ce WrestleMania va pas être très marrant en termes de victoire face heel, mais je pense que ça servira à une histoire beaucoup plus grande, beaucoup plus importante le reste de l'année. Parlons d'histoire importante pour le reste de l'année. Roman Reigns contre CM Punk contre Seth Rollins, le main event de la première nuit de WrestleMania, le premier main event de CM Punk. Il l'a attendu celui-là, hein. Il l'a attendu et bah il l'a mérité. Quand CM Punk est revenu en 2023, j'ai eu mes doutes. Après les affaires qu'il a eu à AEW, je lui faisais pas confiance. J'avais vraiment une image de lui qui était pas super pro, mais fait est que le reste de la compagnie il était pas non plus. Il en a profité, hein, il est monté sur ses grands chevaux lui, parce que bizarrement il y avait personne pour le monitor. Donc évidemment il faisait un peu ce qu'il voulait parce que bah c'est ce qu'il faisait. Tony Khan ne faisait rien et il a fallu qu'il soit trop tard pour qu'il se rende compte que bah c'est trop tard quoi. Donc au début j'étais vraiment sceptique et au fil de l'année il s'est montré super pro. Il a montré qu'il pouvait perdre s'il y avait besoin de perdre, qu'il avait pas besoin d'être dans la picture pour le titre mondial pour être important. Et ça bah c'est excellent, c'est tout ce qu'il a pas été à AEW. Et bizarrement bah là ça marche. Petit added bonus, en contrepartie d'avoir aidé la Bloodline à Survivor Series, CM Punk a dit par contre Paul Heyman me doit une faveur. Et pendant des mois on se demandait mais qu'est-ce que ça allait être la faveur de Paul Heyman? Une occasion pour un titre mondial et tout ça, genre l'occasion de se battre justement au main event de WrestleMania contre je sais pas Roman Reigns juste comme ça. Et bah rien de tout ça. La faveur c'était pas d'être au main event de WrestleMania. La faveur c'était plutôt que d'être au coin de Roman Reigns, tu seras dans mon coin à moi à WrestleMania. Comment perturber le Tribal Chief en une action. Parce que Roman Reigns, il est revenu dans ses Hillways, là, tu vois. Là, le côté face qu'on avait eu contre Solo Sikoa, là, il a totalement disparu. Il est revenu comme un connard, et ça, c'est très bien. Seth Rollins, lui, il perd juste patience. Il en a absolument marre de CM Punk, et il veut jamais partir sur une défaite. Il l'assume pas de perdre contre CM Punk. Lui aussi descend dans les Hillways. CM Punk est le clair face, mais lui aussi, il est un peu arrogant, tu sais, c'est le face un peu rebelle. Et donc, au final, ce match, ça va être d'une brutalité. Ils vont juste se casser la gueule, parce que c'est tout ce qui va se passer. Je prévois des trucs, hein, notamment le fait que Roman Reigns il va réessayer de genre stack les deux pour le tomber mais que ça va pas marcher, comme il avait fait à WrestleMania 37. Et l'autre truc que je prévois, ça a à voir avec mon résultat. Paul Heyman est vraiment confronté entre l'amour qu'il porte pour Roman Reigns et la faveur qu'il doit à CM Punk, d'autant que CM Punk est un très bon ami à lui, donc il est vraiment le cul entre deux chaises, il ne sait pas qui aider et il se fait passer around comme ça. Et moi j'ai une idée. Et si la personne qui recevait l'aide de Paul Heyman pendant ce match, c'était Seth Rollins? Paul Heyman en a juste marre de donner son amour à des gens qu'il mérite et qu'il apprécie énormément, et qu'en retour il soit juste traité comme un outil psychologique, comme une personne qu'on peut se passer comme ça. On se dit que Paul Heyman il va peut-être pas vouloir de ça. Je suis censé être vos amis respectifs, je suis pas une poupée. Et du coup t'as Seth Rollins qui va peut-être en profiter pour lui dire moi je te vois pas comme ça, je t'ai jamais vu comme ça. T'as souvent été le facteur le plus imposant de mes adversaires. Brock Lesnar, Roman Reigns, ils se sont tous battus avec toi dans ton coin
et ils m'ont tous forcément battu une fois. Et c'est ça le truc. Eux, ils te voient pas comme ça. Ils pensent qu'ils peuvent gagner sans toi. Moi, je pense que je peux faire de la magie avec toi. C'est du fantasy booking à fond, ce que je dis. Hein. Vraiment, ça ne repose sur quasiment rien. Mais qu'est-ce que ça serait cool que celui qui a les faveurs de Paul Heyman à la fin, ce soit Seth Rollins, alors qu'il a cherché tout le contraire pendant le reste de la rivalité. Parce que c'était ça le but, c'était psychologique. Si ça arrive, vous me sucez tous les boules. Hein. Vraiment, parce que je pense pas que ça va arriver. Donc j'ai menti, c'est pas mon résultat. Le résultat, je pense que CM Punk va gagner. Juste que comme l'autre main event dont on va parler juste après, c'est vraiment le genre de match où j'adore spéculer parce que on est sûr de rien avec ce WrestleMania là. Depuis le début de l'année, on a des surprises à ne plus savoir quoi en faire. Du coup, pourquoi pas une surprise de plus. Et en parlant de surprise, Cody Rhodes contre John Cena. Au Royal Rumble, John Cena n'a pas gagné le Rumble, éliminé par Jey Uso en dernier. Il était vraiment sur le fil, hein, il savait plus quoi faire, genre qu'est-ce que je fais, j'ai besoin de mon match à WrestleMania, ce sera mon dernier match à WrestleMania. Il est rentré dans l'Elimination Chamber, a remporté le match, et après le match, Cody Rhodes est venu pour le féliciter. The Rock débarque, arrive, hein, et fait « Alors Cody, est-ce que tu es prêt à me vendre ton âme? Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt à devenir mon champion finalement ?» Cody Rhodes lui a sommé d'aller se faire foutre, hein. John Cena le félicite, le câline, mais disons que il y a eu un petit souci. Coup de pied dans les boules de Cody Rhodes. John Cena, pour la première fois depuis presque 20 ans, a turn heel à la WWE dans son année de retraite. Vraiment la dernière année qu'il va faire. J'ai jamais autant bandé de ma vie. Parce qu'au départ, je me disais, John Cena, il a pas forcément besoin d'avoir un match pour le titre, surtout pas dans le main event, ça devrait revenir à un autre, j'étais pas très hype, tu vois. Puis il a turn heel, et là, vous voyez, il y a un arbre en floraison qui a grandi dans mon cerveau. Je me suis dit, oh, les embranchements, je les avais pas vus tout ce temps. Parce que les possibilités qu'il y aura après ce match, parce qu'évidemment, mon résultat, et cette fois c'est pour de vrai, mon résultat va vraiment avoir beaucoup d'incidence sur la suite de l'année, et ce sera absolument génial parce que John Cena en heel, putain, qu'est-ce qu'il est efficace, hein. Le mec s'est totalement détourné de tout ce qui faisait John Cena. Je trouve ça dingue. Et c'est super de pouvoir voir tout ça en live. Cody Rhodes de son côté, hein, il a fait du travail de face classique. Il s'est dit, tu m'as trahi. Moi j'étais super content pour toi, j'étais super content de me battre contre toi. Et bah tu sais quoi, t'as aucun respect pour moi, j'ai aucun respect pour toi. L'intensité des paroles de Cody Rhodes envers John Cena à chaque fois qu'ils avaient une bataille de promo, ah c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose parce qu'il avait vraiment l'air de quelqu'un, tu sais, d'un ami trahi, tu sais. Donc ça marchait super bien et bah que dire de plus, c'est le match qui me hype le plus du week-end. Je sens que c'est le résultat qui va me faire palpiter. Mais du coup justement, en parlant de résultats, qui va gagner? J'ai une idée très simple. C'est la dernière année de John Cena. Il va forcément devoir partir à la fin de l'année. Je les vois pas faire un swerve en mode finalement je vais jusqu'à WrestleMania l'année prochaine. Ça serait nul. T'annonces pas ça. Est-ce que le truc le plus cool à faire avec une année de retraite comme ça, ce serait pas de faire une course contre la montre? Laissez-moi vous expliquer. Imaginons John Cena gagne. Il a le titre. Il a regagné le titre recordman de détention du titre. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'il peut faire ensuite? Il peut pas redépasser le nombre de règnes, à moins qu'il le perde et qu'il le regagne derrière. Ce serait vraiment, pour moi, ce serait du pur ego, tu vois. Pas dépasser le temps de règne combiné parce qu'il y a pas assez de temps. Il peut pas dépasser le nombre de règnes singuliers parce qu'il y a pas assez de temps. Du coup, c'est quoi le mieux que tu puisses faire avec un titre? Et bah le garder pour toi. Et comment tu le gardes? Bah en le perdant tout simplement pas et en te barrant avec Ric Flair style. Et justement, tu dessines le parallèle avec Ric Flair qui, pareil, s'est barré de la WCW avec le titre mondial à la WWE. Du coup, après sa victoire, John Cena il dit, je vais tout faire pour garder ce titre, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garder ce titre et à la fin, je le garde parce que comme ça je serai le seul véritable champion de la WWE. Celui qui viendra après moi, ce sera un placeholder juste parce qu'il peut plus se battre contre moi. Et moi, je fais ce que je veux de ce titre parce que je serai champion et je serai plus sous contrat avec la WWE. C'est du génie. Et du coup, toute l'année reposerait sur un compte à rebours. Il faut battre John Cena avant la fin de l'année. Et pendant toute cette année, qu'est-ce que t'auras? T'auras des matchs inédits, t'auras des rematchs, des matchs qu'on veut revoir. Ce sera absolument génial. Et la finalité de tout ça, deux choses. Soit Cody Rhodes regagne le titre à la fin de l'année, soit deuxième truc, c'est la dernière année de John Cena. Et il y en a un autre, il va plus catcher pendant longtemps. Cet autre-là, c'est CM Punk. Est-ce que le truc le plus cool à faire, ce serait pas d'avoir un rematch de Money in the Bank 2011 à la fin de l'année? John Cena contre CM Punk pour le titre de la WWE. Là, vous voyez, j'ai une voix relativement calme, hein, plus calme que quand je parlais tout à l'heure, mais mon érection est large. Est-ce que ça a une chance de se produire? Totalement, ça a une chance de se produire. Un
film, probablement. Mais qu'est-ce que j'adorerais ça. Je veux voir les matchs neufs. Tous les gens qui diront Cena, t'étais ma star, t'étais mon héros. Et là, je sais pas vers quoi tu te tournes, genre en mode tu veux te barrer avec le titre pour être le seul vrai champion. C'est quoi cette histoire d'ego, mon ref? Voir ces gens déçus, ces gens tristes, ces fans tristes aussi. Les fans seront tristes. Vraiment, ça va créer une sacrée histoire psychologique le reste de l'année. Et je veux voir ça. Et je veux tellement voir ça que je vais dire que John Cena va gagner. Je veux pas voir autre chose. Je veux pas envisager quoi que ce soit d'autre. C'est le moment parfait pour capitaliser dessus. Profiter de la dernière année active de John Cena pour faire quelque chose de dingo. Parce que c'est pas tous les ans qu'il y aura des trucs comme ça. C'est pas toutes les décennies qu'il y aura un truc comme ça. C'est pas tous les siècles qu'il y aura un truc comme ça. Ils ont une occasion en or. Il faut pas qu'ils la louent. C'est tout pour ces pronostics de WrestleMania. J'ai chaud, hein. J'ai putain de chaud pour vous dire. Le record a duré 41 minutes. Et j'ai coupé la première partie parce que c'était un jour différent. 42 minutes, le temps que je dise tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas elle a été complexe, hein, parce qu'il y a beaucoup de matchs, j'ai dû parler de beaucoup de choses. Et après ça je dois parler de Stand and Deliver. Bon ce sera plus court, hein, c'est déjà ça. Je pense qu'on se dirige vraiment vers une des meilleures années de catch. Parce qu'il y aura plein d'histoires en suspens qui seront vachement cool. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, avec vous tous d'ailleurs. Comme vous avez pu le voir, c'est une nouvelle chaîne de catch, hein, sous la marque Rebel Art. Tout simplement parce que je voulais que l'autre chaîne reste dédiée au doublage, que je pouvais pas cumuler les concepts comme ça, je voulais quand même quelque chose de vraiment uniforme. Donc j'ai créé cette nouvelle chaîne et à l'avenir tous les contenus catch de Rebel Art seront postés ici. J'espère sincèrement que cette longue vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si elle vous a vraiment plu, vous pouvez vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. Sur ce, on se retrouve pour un prochain week-end de catch. Bye.